mon truc ici. Je vais prendre pour acquis que oui, mais je vais juste savoir une fois que j'arrête la vidéo, puis je vérifie si ma voix est bien enregistrée. Mais donc, si vous l'écoutez, si vous l'entendez, vous savez déjà que ça a fonctionné, mais moi, je ne le sais pas. Donc, lorsqu'on s'est quitté, on parlait d'électricité animale versus électricité métallique ou même électricité environnementale. Et l'idée de base, dans le fond, c'était une transition allant du fait que, bon, d'abord, on a compris que l'électricité, c'était pas juste à propos de l'ambre, ça pouvait être produit avec euh, différents matériaux. Par la suite, on a compris que la foudre, c'était aussi de l'électricité. On a compris que ça interagissait avec les muscles. Ensuite, on a compris que finalement, l'effet sur les muscles était encore plus fort quand on électrifiait les nerfs. Et donc, tranquillement, on est en train d'avoir des preuves comme quoi il y a quelque chose à propos de l'électricité et des nerfs qui permet la contraction ou le mouvement. Mais on était encore à un point où est-ce qu'on différenciait différentes formes d'électricité. Et graduellement, avec Alessandro Volta et Galvani, qui l'a beaucoup motivé à faire ces travaux, on arrive à une conclusion graduelle comme quoi il n'y a qu'une forme d'électricité, l'électricité. Il n'y a pas de métallique ou animal ou atmosphérique, il y a juste l'électricité. Et qu'il y a quelque chose à propos de ces filaments qui vont jusqu'aux muscles, qu'on va appeler des nerfs, qui, d'une certaine manière, sont très bons pour conduire l'électricité. Okay? Et donc, ça, c'est bizarre. À cette époque-là, on ne sait pas exactement pourquoi. Souvenez-vous de l'alternative. L'alternative est une théorie où est-ce que ces nerfs-là sont des tuyaux qui conduisent du liquide, soit des esprits animaux. Mais ça fait plus vraiment de sens à l'époque à cause justement des travaux sur l'irritabilité ou l'irritation qui montrent que même lorsqu'ils sont déconnectés du système, certaines parties du corps semblent s'activer par elles-mêmes. Donc, ça fait pas vraiment de sens. Ça, c'est les deux explications possibles. Donc, on reste avec une idée comme quoi il y a des filaments qui semblent être super bons pour conduire de l'électricité, pour aller produire un mouvement au niveau des muscles, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces filaments-là? On ne sait pas encore, évidemment, que ces filaments-là sont des nerfs qui sont constitués de milliers et de milliers de neurones, hein, et plus spécifiquement d'axones de neurones. Donc ça reste à être découvert. Pour que ça soit découvert, il va falloir qu'il y ait des avancées technologiques parce que, bon, à date, les choses dont on parle sont des choses qui peuvent être vues à l'œil nu. Or, les neurones ne peuvent pas être vus à l'œil nu, sauf les neurones de certains animaux qui sont géants, là, comme il y a une poulpe géante, là, un calmar géant qui a un neurone qui est assez gros pour être vu à l'œil nu. Mais à part ça, chez les êtres humains ou les autres animaux, non. Donc, il va falloir attendre d'autres formes de technologie, soit l'arrivée du microscope. Et ça, il y a toute une histoire là-dedans. Mais, en même temps que tout ceci se fait et qu'on est en train de graduellement comprendre la nature de l'électricité et son rôle par rapport au mouvement chez les animaux, incluant chez les humains, et potentiellement même son rôle dans la vie, right? Parce que souvenez-vous que l'idée, c'était que peut-être on peut réanimer des gens avec l'électricité. Lorsque Galvani euh, euh, activait les muscles d'une grenouille décapitée, est-ce qu'il la réanimait? Il pensait la réanimer. Et c'est littéralement ce que ça veut dire. Right? Réanimer, ça veut dire faire quelque chose bouger encore. Donc, techniquement parlant, il la réanimait, mais lui pensait que c'était plus que ça. Il pensait qu'il la remettait en vie. Volta a montré, non, pas vraiment, parce que ça fonctionne aussi avec des grenouilles qui sont déjà en vie. Donc, comment est-ce que tu peux remettre en vie des grenouilles qui sont déjà en vie? Ça ne fait pas de sens. Mais en tout cas, pendant que tout ceci est en train d'arriver,
on a d'autres développements dans un autre aspect, un autre aspect de la psychologie, si on veut, en Autriche, cette fois-ci, avec Franz Josef Gall. OK? On est vers la fin du 18e siècle, bientôt l'arrivée du 19e siècle. Et on va parler de Gall et de sa contribution aux neurosciences éventuelles, à la psychologie éventuelle aussi. Donc, Gall est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au cortex cérébral et dans beaucoup de cours de psychologie que vous avez eus, vous avez probablement déjà entendu parler de la phrénologie. Et ça, c'est l'histoire justement de Franz Josef Gall. Okay? Gall est un homme de science. Je ne sais pas si elle était possiblement médecin, il faudrait que je vérifie, mais un homme de science, comme à cette époque-là, c'est un intellectuel dans le fond, qui s'intéresse beaucoup au cortex cérébral. Okay? Donc, la couche externe, si on veut, du cerveau, la plus nouvelle en termes d'évolution, celle qui est pleine de ridules et de sillons et ainsi de suite. Là. Euh, et il va proposer que ce cortex cérébral-là est divisé en aires, qui est associé à des facultés, pas en aires N-E-R-F comme le système nerveux, mais en aires, A-I-R-E-S, et en des aires, des parties qui sont associées à des facultés intellectuelles ou des tempéraments. Donc, c'est une des premières fois où est-ce qu'on va avoir une description très précise d'une genre de cartographie du cortex. OK? Évidemment, vous me direz peut-être, ouais, non, mais attendez, là, monsieur, ça ressemble, on a déjà vu ça quand même avec la doctrine cellulaire des pères chrétiens, de certains évêques comme Némésius ou comme Saint-Augustin, qui eux aussi attribuaient au cerveau certaines zones qui étaient responsables de certaines fonctions. Et ce que je vous dirais, c'est oui, très bien de vous en être souvenu, mais souvenez-vous que la doctrine cellulaire portait sur spécifiquement le système de ventriculaire, là, ces ventricules au sein du cerveau, et non pas le cortex lui-même. Okay? Aussi, souvenons-vous que cette doctrine cellulaire euh, localisait dans les ventricules, dans différentes ventricules, certaines fonctions cognitives plutôt. Ici, c'est subtilement différent. On ne parle pas des ventricules à proprement parler, mais plutôt du cortex cérébral. Et parce que les évêques qui avaient fait, et autres personnages qui avaient fait la proposition de la doctrine cellulaire, pensaient vraiment que c'était au niveau des ventricules que tout ceci se passait. Et pour eux, le cortex aurait probablement été une genre de couche protectrice quelconque du cerveau qui ne sert pas à grand-chose parce que les spongieuses ne semblent pas avoir quelque chose vraiment de spécial. Euh, et donc, il s'arrêtait là. Mais Gall est un des premiers qui dit non, non, il y a quelque chose au niveau du cortex cérébral, il est divisé en aires, et ces aires-là sont associées à des facultés intellectuelles et des tempéraments, donc des caractéristiques. Et ça, c'est différent aussi. Ce n'est pas des trucs comme simplement la perception, la mémoire, le mouvement, comme auraient été certaines fonctions cognitives ou motrices proposées par la doctrine cellulaire. On parle ici d'une liste beaucoup plus complexe de styles de personnalité, de tendances comportementales, de facultés intellectuelles, etc. Donc, cette première initiative-là, on la doit à Franz Josef Gall. Maintenant, souvenez-vous, si je dis on la doit à telle personne, dans ce cas-ci, Franz Josef Gall, ça veut dire qu'il y avait d'autres gens aussi impliqués là-dedans. OK? Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, dans les années 1800, bon, je sais que j'ai fait une histoire comme quoi la Renaissance est arrivée dans les années 1500 à peu près, et puis on a commencé à douter de l'explication, euh, des explications purement bibliques et du style d'éducation scolastique et ainsi de suite.
et que la Renaissance implique un retour vers les textes anciens et on se retourne un peu de l'Église et on commence à moins porter attention là-dessus. Mais il reste que les gens restent très, très religieux et ça, même dans les années 1800, là, les gens sont encore très, très religieux. Euh, et il y a certaines visions religieuses, certaines interprétations qui restent encore, tu sais. Comme par exemple l'idée que l'âme est une entité unique, okay? Que nous avons une âme. Okay? Mais il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui croient ça. Et dans un certain sens, qui sommes-nous pour dire que c'est vrai ou pas vrai? Je veux dire, c'est pas quelque chose du domaine de la science. Donc, on peut pas, c'est pas une question scientifique si on a une âme ou non. OK? Et donc, et à l'époque, c'est vrai aussi, tel que, comme ce l'est aujourd'hui, que beaucoup de gens croient qu'on a, ou diraient que nous avons une âme. Et l'âme est une entité unique, souvent, de la façon dont c'est vu. OK? Ça n'a pas toujours été. Souvenez-vous des Grecs, certains Grecs qui pensaient, eux, qu'il y avait trois parties à l'âme ou trois sections, et ainsi de suite. Donc, mais dans les années 1800, l'âme est vue comme à la façon chrétienne, là, comme une âme, quelque chose d'unique. Or, Franz Joseph Gall arrive et propose que le cortex est divisé en toutes sortes d'aires et chacune associée à un certain aspect de votre être. Le fait que vous êtes plutôt gourmand ou gourmande, c'est dans cette partie-là du cortex. Le fait que vous êtes excellent en mathématiques, c'est dans cette partie-là de votre cortex. Le fait que vous êtes très, très généreuse, c'est dans cette partie-là de votre cortex, mais le fait que vous êtes très facilement irritable, que vous avez la mèche courte, c'est dans cette partie-ci de votre cortex, et ainsi de suite. Et une des critiques qui va se faire très rapidement de Gall et d'autres personnes comme lui, ça va être mais non, mais l'âme, ce qui fait de moi la personne que je suis, c'est mon âme, c'est une entité unique. Comment donc est-ce que ça peut être réparti à travers plein de points différents dans le cortex? Ça va tout de suite commencer à irriter les gens, surtout les gens qui peut-être ne sont pas prêts à sortir de leurs croyances comme Gall l'était lui, dans le fond, là, prêt à proposer quelque chose de nouveau. Alors, le principe fondamental de Gall, dans le fond, c'est qu'il va pouvoir dire quelque chose à propos des facultés intellectuelles et des différents tempéraments de la personne en observant le crâne humain. Okay? Et l'idée fondamentale, dans le fond, c'est que le crâne humain est formé par le développement du cerveau. Et c'est une idée qui aujourd'hui est vraiment complètement, ça fait aucun sens, mais c'est ce que j'aime bien appeler une belle erreur. Parce que oui, c'est une erreur, mais wow, il fallait quelqu'un pour y avoir pensé parce que c'est vraiment smart comme erreur, mais non, ça ne fonctionne pas. Mais à cette époque-là, on ne savait pas que ça ne fonctionnait pas. L'idée, c'est que vous avez un cortex, okay, un cerveau avec un cortex, et ce cortex-là est divisé en aires, encore là, aire A-I-R-E-S, pas nerf N-E-R-F-S, là. Et chaque aire est responsable d'une faculté intellectuelle ou d'un tempérament chez vous. Et comme vous avez certains tempéraments qui sont plus développés que d'autres, certains de nous sont meilleurs en maths que d'autres, certains de nous sont plus généreux que d'autres, certains de nous sont de meilleure humeur que d'autres en général dans la vie. Okay? Ça veut dire que certaines parties de votre cortex vont être plus développées que d'autres parties de votre cortex. Okay? Et chez moi, il va y avoir certaines parties de mon cortex qui vont être plus développées que chez vous parce qu'on est différent sur certains traits de personnalité, par exemple. T'sais? Et donc, pendant le développement humain, lorsque ces parties-là de mon cortex qui vont être particulièrement fortes vont se développer, okay, elles vont pousser sur le crâne vers le haut parce que ce tissu de cortex-là, ce tissu cortical-là qui est associé, par exemple, imaginons que je suis très peu généreux, mais je suis excellent en musique. Bon, ça veut dire que l'air qui est consacré à la générosité au niveau de mon cortex va très peu se développer pendant mon enfance, mais l'air consacré à la musique va, elle, beaucoup se développer. Donc, le tissu cortical pour l'art de la musique va beaucoup augmenter et va venir pousser en dessous du crâne,
comparativement à la région de mon cortex qui est le tissu cortical qui est pour la générosité, par exemple. Et en poussant à travers, pas à travers le crâne, mais en poussant en dessous du crâne, ça va venir déformer légèrement le crâne au niveau de cette région-là et donner une bosse osseuse qui va être dans le fond, localisée sur le crâne, en plein au-dessus de l'air qui est pour, chez moi, l'air relié à la musique, par exemple. Alors que si vous regardez au niveau de mon crâne, dans la région de l'air qui est associée à la générosité, comme je suis très peu généreux, il n'y aura pas de bosse là, parce qu'il n'y aura pas de tissu cortical qui aura poussé. OK? Et donc, c'est un peu la logique de Franz Josef Gall. OK? Et ce qui est intéressant de ça, c'est que donc, il va expliquer toutes sortes de dispositions que les gens ont, de tempérament, de facultés intellectuelles, en mettant vraiment l'accent sur le cortex, sur le cerveau, et non pas sur l'âme. Et ça, encore une fois, ça va venir beaucoup déranger ces penseurs qui ont plus une bend ou un style religieux, si on veut, ou chrétien, ou dans le sens où ils pensent qu'il y a des choses qui sont à propos de l'âme, et ça, c'est du domaine vraiment de Dieu, OK? Domaine du Créateur. Non, dit Franz Josef Gall, vraiment, ce qui vous rend vous unique n'est pas les propriétés spécifiques de votre âme, ce n'est pas que vous êtes une personne qui a une âme unique et chaque personne a une âme unique, c'est plutôt le fait que votre cerveau et spécifiquement votre cortex a différentes zones de tissu cortical qui sont plus développées que d'autres et ça peut se voir sur le crâne en tâtant votre crâne, il y a certaines bosses à certains endroits, certains sillons à d'autres. Et donc, tout ça, c'est matérialiste et ça dérange un peu. Okay? Mais lorsque Gall arrive avec ces idées-là, OK, il faut savoir qu'il n'a pas nécessairement il a contribué à ça, évidemment, mais il n'a pas créé cette idée-là nécessairement que le corps physique et la manière dont à quoi il a l'air donne de l'information au niveau du tempérament des gens. Okay? Cette idée, par exemple, que vous pouvez connaître le tempérament des gens en lisant les bosses sur leur crâne, en regardant où est-ce qu'il y a des bosses puis où est-ce qu'il y a des sillons sur leur crâne, ça, c'est pas mal Gall qui a pas mal, et des personnages comme lui qui ont pas mal inventé cette idée-là. Sauf que l'idée que vous pouvez savoir des choses sur les tempéraments des personnes en regardant leur corps, ça, c'est pas nouveau, par exemple. Donc, Gall offre une version spécifique basée sur le crâne et basée sur l'idée que le cortex a poussé différentes parties du crâne à faire des bosses. Okay? Mais l'idée qu'on peut savoir des choses sur les gens en regardant leur corps est pas nouvelle. Okay? Mais elle est très populaire quand Gall existe au 18e siècle. Donc, Gall va exister dans une période où ce concept-là de physionomie est déjà populaire. Donc, la physionomie, c'est cette idée que l'on peut connaître des choses à propos du tempérament ou des capacités intellectuelles ou psychologiques des gens simplement en regardant la forme de leur corps et plus spécifiquement la forme de leur visage. OK? Donc, par exemple, lorsque Gall existe, il y a toutes sortes d'idées par rapport au niveau d'intelligence des gens, au style de personnalité des gens, qui peut être mesuré par l'apparence faciale. Donc, par exemple, les gens qui ont un visage très poussé vers l'avant et avec un nez prominent pourraient être plus colériques, par exemple. Et ceux qui ont un front qui récède vers l'arrière et pourrait être plus sanguin. Ceux qui ont un gros front vers l'avant avec un genre de nez qui est enfoncé ont tel genre de style de personnalité. Ceux qui ont un front protubérant avec un menton protubérant aussi seraient plutôt flegmatiques. Ou bien il y a toutes sortes d'idées comme ça. En tant qu'étudiant, Gall remarque qu'un de ses amis,
qui est excellent à mémoriser les textes, a des yeux protubérants. Donc, il va venir commencer à faire l'hypothèse comme quoi les gens qui ont des yeux qui sont globuleux, si on veut, qui sont protubérants. Vous savez qu'il y a des gens qui ont vraiment des yeux qui semblent sortir quasiment de leur comment dirions-nous ça en français? Sortir de des yeux protubérants. Il y en a qui ont des gens qui sont plus comme ça, alors qu'il y a des gens qui ont des yeux plus enfoncés ou moins globuleux, si on veut. Il va venir faire l'argument que ces gens-là sont meilleurs en termes de mémoire, par exemple. Donc ça, c'est l'idée de physionomie. Mais ça, c'est au niveau du visage, des structures du visage, la grosseur du nez, la longueur et l'orientation du crâne, la longueur, la masse et l'orientation du menton, les oreilles, OK? Ça, c'est de la physionomie, que ça nous révèle des choses. Et ça, honnêtement, on a ça remonte très, très loin, ce genre d'idée-là. Je ne vous en ai pas parlé, mais même les Grecs, des gens comme Aristote, avaient des idées par rapport à ça. Okay? Et souvent, chez les Grecs, c'est drôle, c'était beaucoup relié aux animaux. On disait par exemple, je vais inventer quelque chose, mais je suis pas mal certain que c'est vrai, là, que les gens qui avaient un certain nez assez long, c'était un peu comme un renard, et donc ils avaient cette capacité de bien jouer leur jeu, puis bien jouer leur épingle, tirer leur épingle du jeu comme un fin renard, tu sais. Alors que ceux qui avaient, par exemple, des grandes dents étaient plutôt comme des lapins ou des lièvres, donc eux avaient les caractéristiques d'un lièvre. C'était beaucoup par rapport aux animaux chez les Grecs. Moins au niveau du 18e siècle, où c'était moins basé sur les animaux, mais l'idée restait que la forme du corps, et vraiment spécifiquement la forme du visage, nous disait quelque chose à propos des tempéraments des gens, de leurs facultés, et ainsi de suite. Ça, c'est la physionomie, dans laquelle baigne Franz Josef Gall et des gens comme lui, mais lui, il va aller un peu plus spécifique et dire non, c'est au niveau de la lecture du crâne. Il y a des bosses sur le crâne, il y a des sillons sur le crâne, et c'est ces choses-là qui nous permettent de dire vraiment des choses sur les capacités des gens, parce que ces bosses-là sont reliées spécifiquement au tissu cortical en dessous. Et ça, c'est nouveau, parce que dans la physionomie, la forme du visage, tout ça, il n'y a rien à propos du cortex. Okay. Donc, Gall, qui est docteur, comme je l'avais dit, dès les années 1790, va avoir accès à des patients psychiatriques. Okay? Et il va commencer à examiner le visage et le crâne de nombreux individus, incluant ces patients psychiatriques et d'autres individus aussi. Patients psychiatriques, écrivains, artistes, politiciens, criminels, sans-abri, qui, en passant, va souvent attirer avec du brandy. Donc, il y a des histoires de Gall où est-ce qu'il aimerait tâter le crâne de sans-abri, de personnes itinérantes, pour voir si ces gens-là, au niveau du crâne, sont différents que des personnes qui ont une vie plus stable, qui ont du succès, et ainsi de suite. Et donc, il va souvent les attirer avec du brandy pour les faire rentrer dans sa maison et là, faire des tests sur eux. Il va faire ça avec des cadavres aussi. Comparer, par exemple, une question intéressante, est-ce que le crâne des cadavres de personnes qui sont morts lors d'un acte de bravoure, donc des héros d'une certaine manière, est différent du crâne de cadavres qui ne sont pas morts lors d'un acte de bravoure, qui ont juste été, qui ont été tués, qui ont été victimes de meurtre, par exemple. T'sais? Et donc, ils cherchent des patterns dans le tissu osseux du crâne, dans des bosses et dans des sillons et ainsi de suite, qui lui révéleraient des choses par rapport à des patterns dans le tissu cortical en dessous du crâne. Parce qu'encore une fois, il y a cette idée que certaines parties du cortex sont associées à différentes facultés et ainsi de suite. Et en faisant année après année avec ça et en faisant toutes sortes de tests, il va proposer une cartographie du crâne. Okay? Une cartographie du crâne
qui est organisé selon des facultés, partagées avec les humains et les animaux pour certaines, entre les humains et les animaux pour certaines, et typiquement humaines pour d'autres. OK? Et ça, cette idée-là, encore une fois, remarquons qu'elle n'est pas nécessairement nouvelle, cette idée de faculté humaine, partagée entre les humains et les animaux ou simplement humaine. Souvenons-nous d'Aristote qui avait proposé certaines facultés de l'âme, végétative, tu sais, la végétative avait des facultés, l'animal, la sensitive avait des facultés et la oh là là, je me souviens plus la troisième, mais la fameuse épistémoticone avait des facultés aussi. Souvenons-nous de certains auteurs islamiques qui avaient travaillé beaucoup sur ces différentes facultés-là de l'esprit, de l'âme humaine, si on veut. Ici, on a la même chose, mais pas au niveau de l'âme, vraiment au niveau du crâne et donc du tissu cortical en dessous. OK? Alors, c'est le fun juste de passer à travers ces différentes facultés-là pour voir ce qu'il en est. Faculties shared by humans and animals. Donc, selon Gall, voici certaines facultés qui étaient partagées par les humains et les animaux. Et vous pouvez voir au niveau du crâne où elles se situent en fonction des chiffres. 1. Reproductive instinct, donc la tendance à vouloir se reproduire. 2. L'amour pour sa progéniture. 3. L'affection ou l'amitié. Où est-ce qu'elle est celle-là? Tiens, voici la zone pour ça. 3. OK? Ce qu'on sait aujourd'hui, qui est dans le coin du cortex occipital, qui est pour la vision, donc ça a nullement rapport vraiment avec l'affection ou l'amitié, mais en tout cas. 4. L'instinct d'autodéfense ou le courage. Donc, présumément, il aurait trouvé ça chez certaines personnes courageuses, qui auraient une bosse ici. 5. La tendance destructive ou la tendance à tuer. Donc, ici, il aurait trouvé, par exemple, que les meurtriers ou les gens qui sont très destructeurs auraient une bosse ici. 6, c'est cunning. Cunning, c'est comme la planification pour bien tirer son épingle du jeu. 7, le désir de posséder des choses. Donc, les gens très matérialistes auraient eu une bosse ici. 7. Alors que ceux très peu matérialistes auraient eu un genre de creux au niveau du crâne. 8, pride, donc la fierté. 9, la vanité ou l'ambition. 10, la circonspection. Je ne suis pas certain de ce que ça veut dire. Je pense que ça veut dire pas mal, pas trop attirer l'attention, et ainsi de suite. 11, la mémoire pour des faits et des choses. Quelque part ici. Ah, tiens, ici. Tiens, au niveau des yeux, comme je l'avais dit, là, plus. 12, la sense of place, c'est la capacité de se retrouver dans l'environnement, de se localiser facilement. Tu sais, comme il y a des gens qui se perdent partout, il y a des gens qui se retrouvent partout. 13, memory for people, mémoire pour des gens. 14, mémoire pour des mots. 15, sens du langage. 16, sens des couleurs. 17, un don pour la musique. Donc, où sont mes musiciens? Où est la bosse de la musique? 17, ici? Non, ça, c'est 27. Okay, ben, je sais pas. Trouvez-la. Tiens, trouvez-la. 18, sense of numbers, donc les gens qui seraient bons en mathématiques, par exemple. 19, les gens qui. Le sens au niveau mécanique et architectural. Donc, ça, bizarrement, c'est des facultés partagées par les humains et les animaux. OK. C'est intéressant, là. Qu'ils voient les animaux. Je comprends pour l'instinct reproductif, l'amour pour ses progénitures, l'affection, d'accord, peut-être le courage de certains animaux qui seraient plus courageux que d'autres. La vanité et l'ambition pour certains animaux, la fierté, bizarre, il associe ça, il est prêt à dire qu'il y a certains animaux qui ont ça. Okay? Mais en voici qui sont complètement humaines. Wisdom, la sagesse. Où est la sagesse? Where my wisdom at? Ici, XX, donc ça veut dire 20 dans le fond. Intéressant que c'est au niveau du... C'est en avant, hein? Or, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On sait que le lobe frontal qui est en avant, là où il y a les fonctions exécutives, est très responsable de ce qu'on pourrait appeler la sagesse dans le sens où c'est le lobe frontal qui vous permet de contrôler vos émotions, de vous arrêter quand vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire, et ainsi de suite. Donc, il y a comme des perles de connaissances là-dedans,
mais qui sont juste basés sur quelque chose de complètement faux. 21, le sens de la métaphysique, ça veut dire que les gens qui peuvent réfléchir à des concepts abstraits qui ne sont pas physiques. 22, le sens satirique et dans le fond l'humour satirique, si on veut. 22. 23, le talent poétique. Mes poètes auraient une bosse quelque part. 23, je ne la vois pas. Mais elle est à quelque part ici. 24, kindness. OK? Comment c'est différent de affection ou friendship ou love of one's offspring? C'est des fois, vous voyez qu'il y a des. C'est pas parfait comme système, c'est un peu bizarre. 25, mimicry. Très intéressant qui ait mis ça comme uniquement humain parce qu'il y a énormément d'imitation et de mimétique, donc de mimicry dans le monde animal. Énormément. Et donc, c'est drôle qu'il ait mis ça comme complètement humain. Religious sentiment, 26. Donc, apparemment, les gens qui auraient été très religieux auraient eu une bosse à ce niveau-là, que je ne peux pas localiser. Peut-être de l'autre bord. Là. Et 27, firmness of purpose. Les gens qui sont résolus dans ce qu'ils vont faire, qui sont déterminés et qui sentent qu'ils ont un but dans la vie, et ainsi de suite, et qui sont prêts à y aller jusqu'au bout. Donc, c'est des idées, c'est juste pour vous montrer comment développer son système était. Et encore une fois, l'idée de ça, c'est que c'est pas quelque chose, c'est que c'est pas qu'il y a quelque chose de spécifique à propos du crâne qui donne ces facultés-là, mais c'est le cortex en dessous qui pousse le crâne sur ces régions-là. Donc, c'est le cortex qui est des zones du cortex qui régulent l'instinct de reproduction, la vanité, le sens de la place, la mémoire pour les gens, pour les mots, le sens du langage, la religiosité, et ainsi de suite. Et ça dérangeait un peu certaines personnes qui disaient non, non, tout ça, c'est des qualités de l'âme, ça par rapport au cerveau, parce qu'à cette époque-là, encore une fois, on voyait le cortex comme étant une genre de couche protectrice, peut-être qui fait quelque chose, mais ça ne doit pas vraiment être quelque chose de si important que toutes ces nobles qualités de l'âme qui nous sont données par Dieu. Tu sais. Où suis-je? Où suis-je? Voilà. Donc, ces travaux à Gall vont graduellement être ralentis par toutes sortes d'accusations. Il va être accusé de toutes sortes de choses, entre autres de propos impurs, parce que ben, c'est peut-être vrai, le bonhomme a un peu une réputation comme charmeur, et donc il y a probablement, puis en plus c'est très populaire, hein? Et donc il y a probablement eu l'occasion, disons, d'avoir certaines relations peu appropriées avec des clientes ou des femmes. Et donc, il a probablement fâché certains hommes assez puissants dans son environnement social. Je veux dire, quand votre business, c'est de tâter la tête des gens, ça veut dire que vous allez tâter la tête de certaines clientes, vous allez peut-être fâcher certains de leurs maris, surtout à cette époque-là, cette époque où est-ce que tout est très, au niveau sexualité, tout est très réprimé et ainsi de suite. Donc, il va être accusé de propos impurs. Et c'est possible qu'il a aussi eu des relations inappropriées avec des clientes. C'est fort possible. Il va être aussi traité d'athéisme. Okay? Donc, on va dire de lui qu'il est athée parce que justement, il ne croit pas. Ben, pas nécessairement qu'il ne croit pas, mais son système attribue des choses à du simple tissu cortical, un peu dégoûtant, spongieux, qui sont vraiment, selon certains, du domaine de l'âme. Et donc, comment oses-tu prendre des choses qui sont du domaine de l'âme, nos différentes facultés, nos différentes habiletés, ce qui fait de nous qui nous sommes, et réduire ça à un tissu dégoûtant en dessous du crâne, spongieux et ainsi de suite? Tu dois être un athée. Et encore là, tu sais, oui, la science se développe de plus en plus, mais les gens restent très croyants. Euh, il doit y avoir un créateur, ça fait du sens à cette époque-là. On se dit, ben, il y a une création, il y a quelque chose, il doit y avoir quelqu'un qui a créé ça. Donc, on est encore très croyant. Pas nécessairement, pas nécessairement qu'on
qu'on croit dans toutes les doctrines catholiques et tout ça, ben, chrétiennes, je devrais dire, qu'on avait pendant le Moyen Âge ou encore à la Renaissance, mais on est au moins déiste, dans le sens qu'on croit qu'il y a un créateur. Tu sais? Et donc, tout le monde qui est athée ou qu'on peut penser qu'ils sont athées, on voit ça comme dangereux et potentiellement problématique. Et donc, il va être accusé d'athéisme. Et donc, au bout d'un moment, il va devenir de moins en moins populaire et de plus en plus problématique. OK? Et un peu sa réputation va se terminer comme ça. Mais bien qu'on parle souvent de lui et de la phrénologie, là, la phrénologie, c'est la science justement d'aller mesurer les bosses du crâne puis dire quelque chose à propos de la personne là-dessus. Aujourd'hui, on voit ça comme un exemple de pseudo-science, de mauvaise science, parce qu'en effet, ben, ça ne fonctionne pas. Okay? Et puis, on parle souvent de Gall comme un exemple de regarder comment ce qu'on pensait avant, comment weird c'était, puis comment, d'une certaine manière, stupide c'était ou peu avancé c'était. Mais ça serait faire un très mauvais service à mes étudiants et mes étudiantes de vous laisser sur cette image-là de Franz Joseph Gall comme étant quelqu'un qui avait un système weird et qui a très peu contribué au-delà d'une genre d'idée comme quoi le cortex pousse sur le crâne et puis on peut mesurer les bosses du crâne pour dire quelque chose à propos de la personne. En réalité, Gall a fait beaucoup plus de contributions importantes à notre contribution de la neuroanatomie. Puis je veux juste passer à travers certaines. Si ce n'était pas de Gall, bon, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait fait, mais l'histoire le retient comme étant quelqu'un qui a vraiment contribué à l'étude du cerveau. Okay? Avec des choses vraiment simples auxquelles il fallait penser. Comme par exemple, au niveau de la neuroanatomie, de l'étude du cerveau et des parties du cerveau. Gall est un des premiers qui a compris que pour étudier les différentes parties du cerveau, il était préférable, au lieu de les couper, de mettre le cerveau dans l'alcool pour qu'il durcisse, puis ensuite, tu peux manuellement séparer les structures. Plutôt que de les couper dans un genre de boucherie, okay, tu pourrais simplement les mettre dans l'alcool, les structures durcissent, et par la suite, tu peux manuellement les séparer et les étudier de manière intacte, plutôt que les avoir coupés. Okay? Ça, c'est brillant et c'est quelque chose qui est encore beaucoup utilisé en neuroanatomie aujourd'hui. Okay? On met le cerveau dans le formol, entre autres. Okay? Mais ça, c'est égal. Okay? Donc, ça, c'est brillant. C'est beaucoup plus que juste des bosses sur le crâne et des trucs bizarres comme ça. Il est un des premiers à démontrer l'existence de deux types de fibres dans la matière blanche. Une qui se projette loin, loin vers la moelle épinière, donc une type de fibre qui part du cerveau et qui va loin, loin dans le corps en passant par la moelle épinière, et une autre qui se projette plus localement, qui va d'une partie du cerveau à une autre partie du cerveau. Donc, dans le cerveau, il y a des fibres qui vont d'une partie du cerveau à l'autre partie du cerveau, qu'on appelle des fibres associatives, et d'autres genres de fibres qui vont d'une partie du cerveau à plus loin dans le corps, à l'extérieur du cerveau, qu'on appelle des fibres projectives. Okay? Et Gall est un des premiers qui va observer ça. Okay? Il va aussi démontrer qu'il y a des fibres qui partent de certaines structures. Puis quand je dis des fibres, nous, on sait que c'est des paquets d'axones, dans le fond, de neurones. Là. Lui ne sait pas ça encore parce qu'on n'a pas encore découvert les neurones en tant que tels, mais on parle de fibres à cette époque-là. Il va démontrer qu'il y a des fibres qui partent de certaines structures, comme le thalamus au niveau du cerveau, qui vont se répandre dans plusieurs différentes parties du cerveau. Donc, il va commencer à comprendre qu'il y a des parties du cerveau, comme le thalamus, qui sont comme des stations de relais. Et en effet, si vous regardez le thalamus, il y a plein de neurones partout dans le corps qui vont connecter au thalamus avant d'aller se projeter à quelque part d'autre dans le cerveau. Donc, le thalamus est comme une station de relais par laquelle pas mal tout le monde passe. Toutes les fibres passent. Okay? Et lui, c'est un des premiers qui va comprendre ça, qu'il y a des parties du cerveau, comme le thalamus, qui reçoivent de l'input de pas mal plein de fibres de partout dans le corps avant d'être, et qui les projettent dans d'autres parties du cerveau.
comme des stations de relais. Brillant, et aujourd'hui c'est encore vrai, on sait que c'est vrai, et c'est Gall qui va faire cette observation-là. Donc, plus que juste des bosses sur le crâne, où est-ce qu'on peut savoir des choses sur des capacités mathématiques, un système qui ne fonctionne pas du tout finalement, il y a beaucoup plus, nous a fait beaucoup plus avancer que juste ça, que la phrénologie. Okay? Il va remarquer aussi que finalement, il n'y a pas de structure centrale dans le cerveau. Il y a 2 hémisphères et que toutes. Bon, c'est pas le premier à avoir remarqué qu'il y a 2 hémisphères. On savait déjà des Grecs qui semblaient avoir deux cerveaux, 2 hémisphères. Mais ce qu'il va remarquer, c'est que toutes les structures qu'on retrouve dans le cerveau, OK, que lui peut étudier parce qu'il utilise sa stratégie avec l'alcool puis est capable de les enlever manuellement et tout ça, et toutes ces sous-structures-là sont toutes en double. OK? Et donc, il n'y a pas réellement de structure centrale. Pour chaque structure, on la retrouve une partie à droite, une partie à gauche. Donc, tout est en double, il n'y a pas vraiment de structure centrale. OK? Encore là, ça c'est égal. Beaucoup plus que juste la phrénologie. Il va démontrer aussi que les fibres traversent du côté opposé en entrant dans la moelle épinière. Vous savez peut-être que si vous êtes blessé au cerveau au niveau gauche, le déficit que vous allez avoir va souvent être au niveau droit du corps. OK? Okay? Donc, si je vous blesse dans le cortex occipital qui traite la vision au niveau gauche, vous allez avoir des problèmes, des troubles de vision au niveau de votre œil droit. Okay? Ça, c'est la contralatéralité. Tout ce qui est le corps droit est traité par le cerveau gauche. Tout ce qui est le corps gauche est traité par le cerveau droit. Ça, c'est bien connu aujourd'hui. C'est un mystère. On ne sait pas exactement pourquoi c'est comme ça. Mais Gall est un des premiers qui va montrer, pas ça, parce que ça, on le savait déjà depuis très, très, très longtemps. Je pense même les Grecs savaient, du moins les Alexandrins savaient que s'il y a une blessure au côté du cerveau droit, ça va donner un déficit au niveau du corps à gauche. Okay? On connaissait déjà cette idée de contralatéralité, mais c'est Gall qui va démontrer que c'est lorsqu'elle rentre dans la moelle épinière que ces fibres-là traversent du côté opposé. OK? OK? Donc, ça explique pourquoi il y a cet effet contralatéral lors de blessures, parce que c'est au niveau de la moelle épinière que les fibres traversent du côté opposé. Encore là, brillant. Okay? Il va reconnaître que le cortex, avec tous ces replis et ces sillons-là, là, est similaire chez les individus. Okay? Que dans le fond, tous les êtres humains ont un cortex qui est rempli de sillons et de replis et tout ça. OK? Mais, évidemment, il va faire l'argument que certains de ces parties-là du cortex vont être plus développées que d'autres chez certains individus, d'où son idée de la phrénologie, tu sais, et que ça va pousser sur le crâne. Mais l'idée qu'il y a des sillons et des replis et tout ça, c'est similaire chez tous les individus. Donc ça, Gall va faire cette observation-là, cette reconnaissance-là. Il va aussi reconnaître quelque chose de brillant, qui est que dans le fond, les replis du cortex permettent d'amplifier sa surface dans notre crâne. Parce que dans le fond, le cortex, la raison pourquoi le cortex est plein de bosses et de replis, là, c'est parce que c'est la façon que la nature, d'une certaine manière, pour dire ça de manière un peu poétique, là, c'est la façon que la nature a trouvée pour mettre beaucoup de tissu neuronal dans notre crâne, dans un crâne qui est limité en termes de taille. Okay? Parce que si vous prenez le cortex et que vous le dépliez, okay, vous tirez dessus pour que les bosses s'en aillent, vous le dépliez, il prend plus de place qu'il y a dans le crâne. Okay? Et donc, la façon dont on a évolué, dont le cerveau humain, ou c'est plus que les humains, là, dont le cerveau a évolué en général, pour pouvoir mettre beaucoup de tissu neuronal cortical dans le crâne, ce tissu-là est compressé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de surfaces. C'est comme, imaginez, par exemple, tiens, prenons quelque chose comme, prenons une feuille de papier, okay? Une feuille de papier 8,5 par 11 normale, là, et prenez une tasse, une tasse à café ou une tasse de thé. Okay?
puis je vous demande, OK, pouvez-vous mettre la feuille dans la tasse? Et vous me diriez, ben, pas juste comme ça. Je peux pas juste prendre la feuille puis la mettre dans la tasse parce que sans la manipuler, cette feuille-là, ça ne rentre pas. Mais je peux très facilement la mettre dans la tasse si je prends la feuille puis je fais une boule de papier avec. Là, je suis capable, oui, de la mettre dans la tasse, la feuille au complet. Mais cette boule de papier-là, elle est pliée, elle est écrasée, elle a des replis, elle a des sillons, elle a et ainsi de suite. Ben, c'est ça le cortex. Okay? Et donc, Gall va être un des premiers à reconnaître et à proposer ça. Que le cortex, dans le fond, les replis du cortex permettent d'amplifier sa surface dans notre crâne, tout comme les replis dans votre boule de papier permet de mettre la boule de papier, le papier, la feuille de papier au complet dans la tasse. OK? Évidemment, il va suggérer que différentes régions de ce cortex-là ont différentes fonctions et on a déjà vu ça. Donc, bref, avant Gall, on pensait que le cortex était une genre de couche protectrice ou une couche de vaisseau sanguin ou quelque chose. Et c'est vraiment lui qui nous a permis de comprendre que non, qui nous a mis la puce à l'oreille, dans le fond, comme quoi, non, le cortex, c'est vraiment important. Le cortex, il faut l'étudier. Et différentes zones du cortex ont différentes fonctions. Et ça, c'est encore vrai. C'est complètement vrai, c'est bien reconnu. Donc, Gall est plus que juste un bonhomme bizarre qui tentait le crâne des gens pour dire quelque chose à propos d'eux. OK? Donc, je vais vous laisser là-dessus. Lorsqu'on va se revoir, je vais vous parler de comment on a finalement commencé à comprendre que ce tissu cortical-là et ces nerfs-là, ces fibres-là, sont finalement constitués de cellules qui sont la base de la vie et la base aussi du traitement psychologique que l'on va venir à appeler des neurones. Je vous laisse là-dessus. Salut!